Patrick Bertrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général opération d'Olnest, le Family Office de Jean-Michel Aulas. Guillaume Richard, bonjour. Bonjour. Président du groupe de service à la personne WeCare. Je demandais à Guillaume juste avant l'émission combien il avait de salariés. 20 000. Un peu plus, ouais. Un peu plus de 20 000 aujourd'hui. Vous voyez pas, mais il est WeCare des pieds à la tête. Le polo, les boutons de manchette, même les baskets sont WeCare. Et Stéphane Van Nuffel, bonjour Nicolas. Qui est cofondateur de netinvestissement.fr. Je commence avec vous, Patrick Bertrand. On pourra en parler tous les jours. Alors, il y a deux actualités. Jean-Noël Barrot, qui est le ministre délégué au numérique, qui dit qu'il ne veut pas interdire ChatGPT, mais l'encadrer. Je demande à voir ce que serait l'encadrement. Mais c'est cette interview d'un philosophe que je ne connaissais pas, mais enfin qui visiblement est connu pour être un technico-sceptique dans le Figaro de samedi. Et lui, il dit qu'il faut tout arrêter. Absolument tout arrêter. Interdire l'intelligence artificielle. Et il termine avec cette formule. Si on ne l'interdit pas, ce sera la plus grande démission civilisationnelle de l'histoire de l'humanité. On est hystérique autour de ce sujet. Vous avez bien posé le sujet, c'est est-ce qu'on peut interdire une révolution technologique ? Donc toute l'histoire de l'humanité, d'une certaine façon, nous montre que on peut tenter de résister, on peut tenter d'interdire, mais de toute façon, c'est un tsunami. Donc le sujet des algorithmes, le sujet du machine learning, de l'intelligence artificielle, c'est un tsunami. La vraie question, c'est de savoir comment on le canalise et comment on légifère. Légiférer. Et la décision de l'Italie d'interdire, c'était pas d'interdire en disant on va interdire ChatGPT, parce que je vois pas bien comment on peut durablement l'interdire. Le vrai sujet, c'était on suspend le temps de contrôler que le produit est en conformité avec les réglementations en matière de protection des données personnelles. Donc le sujet de fond, c'est celui-là. Il y en a plein des sujets de fond. Il n'y a pas que les données personnelles. Non, mais il y a le sujet du droit d'auteur, il y a le sujet des sources, de la protection des sources, etc. Des fake news à grande échelle, de incalculable de thématiques. Et là encore, on voit à quel point on est en retard. Le droit est en retard par rapport à la réalité. Il est toujours en retard, mais là, Jean-Noël Barrot annonce qu'il a saisi le Comité national d'éthique du numérique, qui va rendre son rapport dans 6 mois. Oui, je pense qu'il y aura des dizaines ou des centaines de millions d'utilisateurs de ChatGPT d'ici là. Donc la vraie question, c'est comment on canalise. Après, le deuxième point plus fondamental, c'est de dire ah bah ça y est, l'homme est remplacé. C'est une question de fond. Remplacer l'intuition, le lien social, etc. Je me pose de sérieuses questions, mais le monde de l'éducation, par exemple, s'est posé la question de savoir si il devait permettre ou interdire ChatGPT. C'est une réflexion. Je rappelle quand même qu'il y a quelques années, les calculatrices étaient interdites aux examens. Elles sont aujourd'hui permises. Alors les calculatrices, si j'ai bonne mémoire, sans mémoire. Donc le sujet, c'est de savoir comment on s'adapte, comment on exige, d'abord comment on contrôle, comment on exige de la part de l'étudiant ou de l'étudiante le fait d'être meilleur qu'auparavant, ce qui a été le cas quand la calculatrice est arrivée. Eh bien effectivement, le cadre des sujets qui étaient soumis tenait compte de cette utilisation. Donc vraiment, le sujet, il faut interdire. Dites-moi comment. La vraie question quand même, pour terminer, c'est réguler. Dans les périodes anciennes de technologie, on pouvait réguler nationalement. Le point de fond, c'est qu'aujourd'hui, il faut réguler internationalement. Et c'est là où on peut avoir une vraie inquiétude. C'est que si on pouvait très rapidement, et le travail que fait le Parlement européen sur l'IA, si on pouvait très rapidement réguler, je serais moins inquiet que la situation ne le présente aujourd'hui. Souvent, on fait l'analogie avec tous les précédents conflits où l'homme ne voulait pas voir arriver le progrès technique et la machine. Mais bon, quand vous aviez une machine qui remplaçait une activité, c'était pas un tsunami. Quand vous aviez un bras électronique qui remplaçait un bras dans une usine pour tourner des boulons, c'était pas un tsunami. L'électricité, la téléphonie, c'était des tsunamis. Oui. Le nucléaire, c'était des tsunamis. L'automobile aussi. Donc, la question que pose l'interview, pardon, je vais pas être trop bavard. La vraie question, c'est, interdire. Ah oui, bah comment ? Ah mais ça, comment ? Ok. Qu'on nous dise comment. Guillaume Richard là-dessus et Stéphane Van Nuffel. Ça me semble complètement aberrant de vouloir l'interdire. L'interdire, c'est de se priver aussi de tous les bénéfices que ça peut apporter. L'interdire, on peut l'interdire en France, et qu'est-ce qui va se passer dans les autres pays ? Qu'est-ce qui va se passer en Chine ? Ça n'a pas de sens de vouloir l'interdire. Après, réguler encore, la première des choses déjà, c'est faire respecter les normes qui existent. On va parler tout à l'heure de l'inflation des normes. Là, on va rajouter combien de centaines, combien de milliers de normes supplémentaires là-dedans. Et on trouvera ça tout à fait normal de mettre des normes sur quelque chose de nouveau. Donc, on va encore rajouter des normes là-dessus.
Mais le vrai point, c'est qu'est-ce que ça peut nous apporter et comment est-ce qu'on fait en sorte que les bénéfices soient supérieurs aux inconvénients. Effectivement, il risque d'y avoir des professions qui vont disparaître. Ok, très bien. Mais est-ce qu'elles ne vont pas pouvoir être enrichies par des choses supplémentaires? Est-ce qu'on ne va pas retrouver justement, avec l'intelligence artificielle, tout ce qui fait l'humanité, ce qui ne pourra jamais être mis à côté? Les métiers essentiels, comme les nôtres, comme ceux du service à la personne, comme ceux de l'accompagnement. Il y a des métiers qui ne seront jamais touchés. Et bien justement, c'est peut-être ça aussi qui va nous permettre, avec cette intelligence artificielle, de remplacer une partie de tâches qui peuvent être remplacées par des machines et garder tout ce qui fait l'humanité. Et contrairement à ce philosophe, moi je serais extrêmement favorable parce que c'est ça qui va au contraire nous permettre de retrouver la source de ce qui fait l'homme, le lien, l'affectif, l'intelligence, l'innovation. Et tout ça, c'est pas l'intelligence artificielle qui pourra le remplacer. Alors c'était Goldman Sachs qui avait sorti cette étude dont on a beaucoup parlé, considérant qu'il y avait potentiellement d'un coup d'un seul, ou en très peu de temps, 300 millions d'emplois qui pouvaient être menacés. Et donc 300 millions à recréer, à faire évoluer. J'entends bien l'idée que là, un emploi supprimé là, de toute façon, il va en créer un nouveau. Seulement, chaque fois qu'il y a ce phénomène de bascule d'un ancien emploi vers un nouvel emploi, généralement, le nouvel emploi suppose des niveaux de qualification un peu supérieurs et que tout le monde ne pourra pas. Nicolas, il y a une étude qui a été faite au Danemark qui démontre que pour pouvoir s'occuper correctement des personnes âgées avec l'explosion démographique, parce qu'on parle beaucoup du choc écologique, mais il y a un choc démographique qui nous attend, il faudrait que 24% des populations jeunes se mettent à faire de l'accompagnement à la personne âgée. Il faudrait que 24% au Danemark, dans 10 ans, il faudrait que 24% des jeunes se mettent à s'occuper des personnes âgées si on veut pouvoir s'en occuper correctement et dans des bonnes conditions. Et donc, mais là, je suis d'accord que c'est pas l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle ne pourra pas le faire. Je doute qu'il y ait de l'appétit chez un quart de la jeunesse pour faire. Ça, c'est un autre point. C'est un autre point, mais c'est aussi un point de revalorisation. Tu sais combien ils sont payés au Danemark en moyenne, les personnes qui font ce type de métier? Non, pas du tout, non, je ne sais pas. Ils sont aux alentours de 4 000 € par mois. 4 000 € par mois pour faire... On est sur du 35 € de l'heure. D'accord. Payé aux salariés. En fait, l'écart de rémunération dans ces pays nordiques est beaucoup moins important entre les métiers du care et les métiers extrêmement techniques. Il y a un papier de Maxime Zbaï dans l'opinion qui s'inquiète de l'épadisation du... Vous voulez rajouter quelque chose, Stéphane Van Nuffel, sur l'intelligence artificielle? Tiens, quelle est la bonne stratégie d'investissement de ChatGPT? Justement, ce qui est très intéressant, c'est... Alors d'abord, pour faire le clin d'œil, nous on s'amuse depuis un certain temps. Vous avez testé? Oui, parce que nous on s'amuse depuis un certain temps à faire des petits montages vidéo avec nos clients régulièrement pour les tenir au courant. Et en fait, tous les 3-4 vidéos, je pose une question à ChatGPT-4, on attend le 5 bientôt, et on voit comment il répond. Et on se rend compte qu'il est quand même extrêmement prudent. Donc ça reste extrêmement binaire. C'est-à-dire qu'il ne se mouille pas. Mais il est très... Je lui ai demandé il est prudent, il est très humain. Je lui ai demandé la semaine dernière les 5 actions dans lesquelles investir en mars 2023. Il dit qu'il n'y a pas la notion de meilleur est une notion subjective et qu'il faut surtout surveiller ce qu'on fait. Il explique qu'il faut bien se rapprocher d'un professionnel. C'est intelligent comme réponse. Non mais oui, sauf qu'en fait, il a une réponse extrêmement binaire, extrêmement intelligence artificielle. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, on a l'impression que parce qu'il y a ChatGPT qui est vrai et très en avance, mais il y en a plein d'autres, des moteurs de réponse comme ça. Il y a celui-là qui marque les esprits. Ça fait 20 ans qu'elles sont dans notre quotidien. Elles sont partout, dans nos voitures, dans nos avions, dans notre quotidien, tout, nos télés, tout, le tracking, nos recherches Internet sont des intelligences artificielles. C'est ce qu'on appelle le deep learning. Donc c'est une révolution qu'on ne peut pas arrêter, qu'on la régule ou pas. On peut pas. La machine apprend d'elle-même. Exactement. Google est un moteur de recherche qui a 20 ans, et plus vous faites de recherches, mieux ces recherches demain seront pertinentes. Je suis d'accord que l'IA date pas d'aujourd'hui. Il y a une inquiétude là. Nicolas, ce que je veux dire, on s'est jamais inquiété de Google. Ça, c'était juste pour poser le truc. Moi, j'ai juste... La vraie information, c'est de regarder quel est le degré de révolution et comment et qui on doit réguler. Est-ce qu'on doit réguler l'intelligence artificielle elle-même ou est-ce qu'on doit réguler et éduquer les gens qui vont l'utiliser? Parce que c'est ça le vrai sujet. Il faut regarder ce que dit Bill Gates. Là, il y a un camp. Elon Musk qui sont contre, et puis il y a le camp Bill Gates, il est pour. Alors, c'est peut-être parce c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais Bill Gates a peut-être la tribune de 1100 experts qui sont des gens concernés par cette révolution et généralement qui ont de l'appétence pour cette révolution est quand même un événement marquant. Mais c'est pour ça pas que Elon Musk. Non, mais de la barre d'Elon Musk, c'est assez drôle. Bon, c'est un personnage à part. Bill Gates s'explique bien que et il a quand même une certaine expérience, y compris Internet, y compris les cryptos, y compris la blockchain, toutes ces technologies, toutes ces évolutions technologiques des 30 dernières années. Lui, depuis la programmation qui lui a donné envie de créer
Microsoft, il n'a pas vu une révolution qui l'a aussi impressionné. Alors, donc ça, il faut juste... laquelle Que ChatGPT, que l'intelligence artificielle telle qu'on atteint ce niveau-là, en particulier ChatGPT. Alors c'est peut-être parce qu'il a mis quelques milliards dedans aussi. Et ceux qui veulent faire faux, c'est peut-être qu'ils se sentent en retard et qu'ils voudraient qu'on leur laisse du temps pour rattraper l'autre. Vous imaginez que c'est quelqu'un qui a été très sollicité et c'est la première fois que quelqu'un a réussi à répondre à une question qu'il a posée de piège aussi vite et aussi de façon aussi pertinente. Donc on ne va pas remettre en question, c'est une révolution du niveau d'Internet par exemple ou du niveau des smartphones pour prendre les 20 dernières années. Ça s'appelle l'innovation de rupture. La question c'est est-ce qu'il faut réguler la machine et empêcher la machine d'exister? C'est pas possible. Il vous suffit d'avoir un VPN et de ROM, vous pouvez vous connecter et continuer à ChatGPT. Absolument. Il y a aucun problème. Bon, la question c'est qu'est-ce qu'on va en faire en fait? Est-ce que c'est pour devenir des feignants? Est-ce que c'est pour finalement tricher à l'école? Est-ce que c'est pour remplacer et faire un roman en faisant juste la fusion de Balzac, Zola, Mallarmé? Non. En fait, c'est juste ça la vraie question. La question, elle est là. RGPD, évidemment, sur les données. Oui, mais ce que vous décrivez là, Stéphane, ça ne se légifère pas. Ça ne se légifère pas. Ça s'éduque. Ça s'éduque. Ah bah oui. Ça s'éduque. Mais Nicolas. Oui, non, mais j'entends. Mais je suis pas aussi. Nicolas, je rebondis sur ce que dit Guillaume. Tout ce qui s'est passé, la propagande des années 30, des années 40 qui a mené à un cataclysme humain était juste dû que s'il y avait eu Internet, ça ne serait pas arrivé. Bien sûr. Parce qu'en fait, l'information a aussi le positif de tout ça. C'est d'éduquer les gens. Il faut éduquer les gens demain, éduquer les générations demain à avoir ChatGPT et à l'utiliser intelligemment. Moi, j'ai des adolescents. Non, mais je comprends. J'ai des adolescents, je continue à leur faire des divisions et des multiplications à la main. Ça sert à quoi? De toute façon, à éduquer leur cerveau. Vous avez vu tous les géants de la tech qui, discrètement, avouent qu'ils tiennent à distance leurs propres enfants de la vampirisation des écrans. Bien sûr. Ils ont bien conscience de ce que ça veut dire. Le mot éducation est l'élément majeur. Déjà du temps d'Internet, je me souviens d'avoir discuté avec des profs de Sciences Po et d'autres qui se retrouvaient en cours avec une séance géopolitique sur l'Europe de l'Est par exemple, et puis les élèves disaient ah non, le chiffre c'est celui-là. Il a compris que il devait passer à un autre stade, qui n'est pas un stade d'apprendre des données ou des informations, etc., mais de comprendre. Et c'est ça le sujet de ChatGPT, c'est de comprendre. Après, allons plus loin, il y a légiférer, et puis vous verrez que sortiront des outils qui permettront de détecter le devoir, par exemple, si on prend le sujet de l'éducation, si le devoir est sorti d'un ChatGPT, il y a d'ailleurs eu déjà un petit scandale, je crois, où il y avait 20 élèves sur 30 qui avaient sorti la même chose. C'est marrant ce que vous dites sur Mallarmé et compagnie, parce qu'on a demandé à ChatGPT-4 de pondre un poème à la façon Baudelaire, et certains, enfin je ne l'ai pas vu, mais certains disent qu'on pouvait le mettre dans les fleurs du mal et on ne s'en rendait pas compte. Et on ne s'en serait pas rendu compte, évidemment. Mais un grand poète aujourd'hui qui aurait lu tout Baudelaire, etc., pourrait aussi le faire. C'est les mêmes choses. On va mettre un jour 4 ChatGPT-4 dans cette émission, et puis on va partir prendre un café. Mais pourquoi pas? Ce serait marrant. Bon, on avance. Je ne crois pas. Elles ne sont pas capables, je crois. Oui, je ne crois pas. Vous avez 20 000 salariés, ou plus de 20 000 salariés, c'est Guillaume Richard, et donc il y a eu cet accord sur le partage de la valeur par les partenaires sociaux. C'est un ANI, un accord national interprofessionnel, qui donc a mis d'accord des syndicats de patrons, des syndicats de salariés. C'est pas tombé depuis Matignon ou depuis l'Élysée, pour une fois. Et donc la Commission des finances a demandé une mission parlementaire à plusieurs députés qui rend ses conclusions demain sur cet accord. Les deux grandes nouveautés sont que obligation de donner des sous aux salariés les bonnes années. Si on totalise plus de 3 années avec des profits qui pèsent au moins 1% du chiffre d'affaires au-dessus de 11 salariés, obligation d'accorder de la super participation s'il y a des super profits. En 2022, seraient concernés Total Energy, CMA CGM ou Engie. Vous êtes sacrément concernés, vous. Alors vous l'étiez déjà, parce qu'au-dessus de 50, c'était obligatoire, mais là, comment vous recevez cet accord sur le partage de la valeur? Comme un progrès, comme une réponse à quelque chose? Oui, je pense que c'est quelque chose qui est absolument indispensable, d'aligner au maximum, ou de faire converger au maximum les intérêts entre les employeurs, les salariés et les actionnaires. Et que l'actionnariat salarié, le partage des fruits de la croissance, est quelque chose qui permet ça. Parce qu'à partir du moment où un salarié est aussi actionnaire, ses intérêts, ils vont dans le même sens que celui de l'entreprise. C'est pas qu'actionnaire, là. Ça peut être bien sûr, bien évidemment. La vraie différence, c'est qu'il n'y a pas le partage du risque. Il n'y a que le partage des fruits du risque, des fruits de la prise de risque. Mais néanmoins, c'est déjà quelque chose qui est positif. Il y avait un sondage qui est paru dans ce merveilleux journal qui s'appelle L'Humanité, il y a quelques jours, qui montrait qu'il y avait encore 83% des Français qui pensaient que la lutte des classes était quelque chose qui était encore prévalent aujourd'hui. Et ça, c'est, je trouve, quelque chose qui est dramatique, parce qu'il faut qu'on ait au maximum
des salariés qui soient alignés sur l'intérêt de l'entreprise. Et quand l'entreprise va bien, je trouve légitime qu'une partie du résultat profite aussi, une partie des efforts profite. Parce que ça permet aussi de mettre tout le monde dans le même sens, d'envoyer tout le monde dans le même sens. De dire que l'entreprise, elle n'est pas contre les salariés, elle n'est pas juste pour faire du profit au profit de ses actionnaires. Non, ça profite aussi à l'emploi, ça profite aussi aux salariés. Et quand il y a des profits qui sont importants, si on peut en redistribuer une partie à nos salariés, ça permettra aussi de fidéliser et de les inciter à ce qu'il y ait un maximum de profits qui soient créés. Au-delà, moi, ce que je trouvais intéressant, c'était les évolutions sur les dispositifs de l'actionnariat salarié. Vous savez que je suis à Croissance Plus, et Croissance Plus est une association qui milite justement pour le partage des fruits de la croissance et pour la convergence des intérêts entre actionnaires, employeurs et salariés. Et le fait de permettre de favoriser cet actionnariat salarié, notamment en regroupant, c'est un truc qui est un peu technique, mais ça permet, quand vous êtes attributeur d'actions gratuites, de regrouper toutes les actions gratuites au sein d'un même fonds, ce qui permet d'avoir un seul interlocuteur au lieu d'avoir des centaines, des dizaines, des centaines, des milliers d'actionnaires individuels. Non, on peut les regrouper tous ensemble au sein d'une même structure. Et ça, c'est intéressant parce que ça va permettre de développer l'actionnariat salarié aussi. Donc, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes dans cet accord. En tout cas, ça va dans le bon sens, qui est celui d'une convergence des intérêts entre salariés, employeurs et actionnaires. Deux choses. La définition finale a retiré le fameux dividende des salariés qui déplaisait beaucoup au patronat, considérant que ça créait de la confusion entre le capital et le travail. Et l'autre, c'est qu'il y a quand même, de manière un peu ourdie, la crainte que dans certains cas, on utilise des mécanismes de participation, d'intéressement, de primes défiscalisées pour éviter d'augmenter les salaires. La crainte existe, alors on ne peut pas en faire le procès aujourd'hui, mais à l'usage, il faudra voir si ce genre de phénomènes se sont multipliés. Là-dessus, quelque chose qui vous vient à l'esprit, Patrick? Une minute avant de marquer. Une minute, c'est une sacrée leçon sur le discours de la méthode, cet accord. C'est-à-dire que pour une fois, eh bien, c'est pas une décision gouvernementale, un parlement, etc. C'est un accord interprofessionnel entre les parties. C'est tout à fait remarquable. Deuxième élément, c'est étendre un dispositif qui existe. Et de ce point de vue-là, je voudrais rajouter que on ferait bien de s'inspirer de ce qui se passe dans les entreprises familiales ou les entreprises entrepreneuriales, parce que l'actionnariat salarié, l'intéressement, etc., ça existe depuis très très longtemps. Donc il y avait effectivement à étendre le dispositif pour les petites entreprises avec des garde-fous, mais inspirons-nous du capitalisme familial entrepreneurial et on verra que les choses peuvent avancer de façon très positive.